Le Mag Europe. Un nouveau numéro du Mag Europe sur Sensation. Bienvenue à tous, voici le sommaire. Partir étudier ou se former à l'étranger et améliorer son niveau en langue, c'est le programme Erasmus+. L'eurodéputé Laurence Farrand sera notre invité. La route et ses dangers, quelles sont les limitations de vitesse en vigueur? Quelles sont les routes les plus sûres d'Europe? On fera le point dans notre rubrique Chez nos voisins. AOP, cet acronyme, vous le connaissez sans doute, il signifie Appellation d'origine protégée, un sigle officiel de qualité et d'origine européenne. Explication dans un instant. Et à la fin de cette émission, 3 bonnes raisons de découvrir l'Allemagne. Mais tout de suite, direction notre studio des Yvelines, un radiateur ordinateur calculateur, un projet innovant qui a bénéficié de fonds européens. Quentin Laurent, responsable des relations publiques Carnot Computing, est l'invité de Math Finance. Le Mag Europe. Connaissez-vous les radiateurs ordinateurs? Vous l'avez sans doute constaté, votre ordinateur dégage de la chaleur. Alors imaginez la chaleur dégagée par les data centers. Une start-up francilienne, Carnot Computing, utilise l'énergie des serveurs pour produire de la chaleur et chauffer des bâtiments, un projet qui a été soutenu par l'Europe. Quentin Lorenz, vous êtes responsable des relations publiques chez Carnot Computing. Bonjour. Bonjour Matt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement et simplement de quoi il s'agit? C'est un peu fou quand même de se dire qu'on va utiliser la chaleur dégagée par des serveurs informatiques pour se chauffer. Alors Carnot, d'abord, c'est une entreprise française. On est, nous, basé à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, au sud de Paris. Et on a la particularité d'avoir créé un concept, un objet qui s'appelle donc le radiateur ordinateur, comme vous l'avez dit, qui valorise la chaleur fatale informatique, c'est-à-dire la chaleur perdue des ordinateurs. Nous, on a eu l'idée d'en faire quelque chose et de valoriser cette chaleur pour chauffer des bâtiments et à partir de cet été, de l'eau. On y reviendra peut-être un peu plus tard. On y reviendra un peu plus tard. La société est née en 2010 et pendant plusieurs années, un prototype a été conçu et testé dans un logement social parisien. Oui, alors peut-être pour revenir à votre première question, la question des data centers, on n'en maîtrise pas vraiment, on n'en palpe pas toujours la réalité. Les data centers sont des énormes hangars du numérique qui alignent des milliers d'ordinateurs, de microprocesseurs qui, comme vous l'avez dit, dégagent de la chaleur. Alors il y a donc une chaleur qui est perdue d'un côté et de l'autre, il s'agit d'utiliser de l'énergie pour refroidir ces serveurs informatiques. Donc vous avez une chaleur perdue plus une dépense d'énergie. Il y a un gaspillage énergétique qui est évident et une tendance qui va à la hausse puisque tous nos usages croissent dans le domaine du numérique, que ce soit pour le stockage des photos, les visionnages de vidéos, les mails, les réseaux sociaux, etc. Donc il y a une chaleur, un gisement de chaleur qui est colossal et qu'on ne valorise pas vraiment. Pour revenir à votre seconde question, le radiateur ordinateur a donc été conçu entre 2010 et 2013 à peu près, avec une première expérimentation en effet dans le 15e arrondissement, rue Ballard, pour une résidence de la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris. 300 radiateurs ont été installés à l'époque et fonctionnent toujours puisque le but était d'expérimenter, de donner la possibilité de changer de système si ça ne marchait pas, mais aujourd'hui tout le monde en est satisfait et tout le monde se chauffe encore, peut-être pas dans les périodes chaudes qu'on a connues, mais se chauffe toujours avec la chaleur fatale informatique. Alors que nos auditeurs comprennent bien, vous n'acheminez pas de la chaleur depuis un data center jusqu'à un bâtiment, vous installez un mini-serveur dans un logement, ce serveur va être relié avec une fibre à une entreprise, et plus le serveur va être sollicité, plus il va fournir de la chaleur, mais uniquement selon les besoins de chez soi, ou comment ça marche précisément? C'est très juste. Alors, il y a une première manière de valoriser cette chaleur qu'on appelle la chaleur fatale des data centers, c'est de créer une sorte de réseau de chaleur en pied de data center pour chauffer le quartier d'à côté. Ça, c'est une première solution qui pourrait marcher, mais qui est un peu difficile, puisque la chaleur se transporte relativement mal. La deuxième solution, c'est celle que Carnot a développée, c'est de distribuer le calcul informatique. C'est-à-dire qu'au lieu de concentrer tous les ordinateurs en un seul lieu, on les fragmente, on les disperse, on les explose et on apporte la puissance de calcul informatique directement dans des bâtiments. Et donc ça prend la forme de ce radiateur ordinateur qu'on n'a pas encore décrit, mais c'est un radiateur qui est relativement classique, qui ressemble à un autre, un peu design d'ailleurs, dans lequel on a 3 microprocesseurs informatiques. Tout ça est relié à la fibre optique. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, on n'achemine pas de chaleur, on achemine de la donnée. Donc on transporte de la donnée par la fibre. Quand vous, si vous en avez, Matt, chez vous, un joli radiateur ordinateur, quand vous allumez votre radiateur et que vous demandez davantage de chaleur, c'est pour vous assez anodin comme geste et vous aurez de la chaleur. La seule particularité, c'est qu'en coulisses, nous, on vous envoie une quantité de calcul qui correspond à la chaleur que vous escomptez chez vous. Et donc plus vous voulez de chaleur, plus on vous envoie de calcul informatique, plus les ordinateurs montent en fréquence
et dégage de la chaleur que l'on dissipe directement pour chauffer des logements, pour chauffer des bureaux, des bâtiments publics. L'an dernier, vous avez équipé un bâtiment à Bordeaux avec près de 350 radiateurs ordinateurs. Une chose importante à préciser, c'est que le chauffage est entièrement gratuit pour les habitants. En revanche, un de nos auditeurs qui serait intéressé, il ne peut pas s'adresser directement à vous pour être équipé. Comment ça marche ? Malheureusement, on ne travaille pas encore avec les particuliers en direct pour des raisons de structure de l'entreprise, des choix aussi stratégiques. Le bâtiment de Bordeaux, c'est donc notre plus gros bâtiment aujourd'hui équipé par nos technologies, avec, vous l'avez dit, 350 radiateurs qui chauffent 4 niveaux de logement et 2 niveaux de bureaux. Donc sur les 4 niveaux de logement, en effet, il n'y a plus de charge de chauffage pour les locataires, ce qui est quand même socialement intéressant, d'autant que c'est du logement social, donc il y a aussi un reste à vivre qui s'améliore pour ces gens-là. Et puis c'est un bâtiment qui est assez emblématique. Alors on a beaucoup parlé d'une première mondiale, puisque c'est la première fois qu'un bâtiment neuf est chauffé exclusivement par de la chaleur fatale informatique. La seule partie du bâtiment qui ne l'est pas, ce sont les salles de bain, mais à part ça, tout est chauffé avec du radiateur ordinateur, donc 2 niveaux de bureaux du conseil départemental de la Gironde et 4 niveaux de Gironde Habitat, le bailleur social du département. Vous avez, je crois, 1000 unités déployées en France. Les nouveaux modèles, ou tout du moins les prototypes, permettent aujourd'hui d'avoir du Wi-Fi, de recharger son téléphone et même de régler sa consommation à distance. Vous poursuivez vos recherches, vos innovations. On pense que, puisqu'un radiateur est à peu près présent dans chaque pièce du logement, il était intéressant d'ajouter en effet quelques services supplémentaires. On n'est pas des fanats de la donnée pour la donnée, mais on sait que le bâtiment intelligent réclame qu'on collecte des données sur la qualité de l'air, sur la présence, sur éventuellement le niveau de bruit, suivant les endroits dans lesquels on installe les radiateurs. Tout ça évidemment est à la demande, on n'est pas obligé d'avoir toute cette batterie de capteurs que vous avez décrite, mais en effet on a pensé ajouter des services dits intelligents, ou faire ce pas-là, ou le proposer à nos clients pour justement aller proposer un peu plus que de la simple chaleur. Et en effet on a ajouté aussi un module Wi-Fi qui fait qu'on dédie une petite partie de la bande passante des calculs informatiques pour proposer l'internet disons de base à nos locataires, ainsi que la charge sans fil, un module NFC aussi. Voilà, peut-être qu'on va encore élargir la palette suivant ce dont on aura besoin à l'avenir. Je le disais, ce projet a été soutenu par l'Europe qui a financé un tiers de l'investissement. Ces fonds ont été débloqués dans le cadre d'un programme lié à la recherche et à l'innovation. Déjà, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir en bénéficier ? Vous avez répondu à un appel à candidature ? Oui, on a déposé un dossier qui est assez costaud, c'est du travail à faire, mais en effet on a eu besoin de ces subventions qui sont des subventions pour la recherche et développement. Vous avez bien compris que derrière le chauffage qui apparaît assez simple, en fait on a une machinerie assez colossal en termes informatiques. C'est l'ADN de Carnot, c'est d'abord de produire du calcul informatique. On ne l'a pas dit, on a beaucoup parlé de chauffage, mais pour faire tourner les radiateurs, il faut avoir un carburant, et ce carburant, c'est le calcul. Ce qui explique que Carnot traite avec 2 types de clients. D'un côté, des clients de calcul, et de l'autre, des clients de chauffage. Pour revenir aux subventions européennes, elles nous ont permis plusieurs choses. D'abord, de fiabiliser la fabrication du radiateur ordinateur. Donc c'est un aspect assez industriel, mais avec beaucoup de recherche aussi pour optimiser les performances. Ensuite, il y a la question de la distribution du calcul informatique. Ça peut paraître un peu plus abstrait à nos auditeurs, mais quand on reçoit une demande de calcul, par exemple d'une banque, qui sont nos clients aujourd'hui, il faut pouvoir fragmenter cette opération de calcul pour l'envoyer dans un radiateur à Bordeaux, à Paris, dans le nord de la France, ou à Montreuil, ou ailleurs. Et donc, c'est cette infrastructure-là que l'Europe nous a permis de développer grâce aux subventions. Et puis la dernière partie, c'est sur le volet intelligent, bâtiment intelligent, puisqu'on a aussi une plateforme qui s'appelle Oasis, qui permet de faire le pilotage du bâtiment intelligent, notamment sur des aspects de gestion énergétique. Pour finir, on en a parlé vite fait tout à l'heure, vous avez un projet de chaudière numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, c'est presque quelque chose qui découle assez naturellement, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, du radiateur ordinateur, puisqu'on arrive à dissiper la chaleur dans l'air. On a pensé qu'on pouvait peut-être dissiper la chaleur dans l'eau. Donc on a développé une nouvelle chaudière avec aussi un appui de l'Union européenne pour donc valoriser la chaleur fatale informatique. C'est assez simple, vous avez un module qui fait 30 cm de large, 1 mètre de haut, à peu près 1 mètre de profondeur. Vous vous branchez sur le réseau
flot d'eau. Et ensuite, l'eau suit un circuit en cuivre qui passe en fait par des échangeurs à plaques sur lesquels on vient greffer directement les microprocesseurs informatiques. Les microprocesseurs, de la même manière que pour le radiateur, montent en fréquence, dégagent de la chaleur que l'on dissipe directement pour chauffer l'eau. Et les derniers tests qu'on a vus en fin de semaine dernière là, montrent qu'on monte à 60-63 degrés, donc de l'eau suffisamment chaude pour faire à la fois de l'eau chaude sanitaire, du chauffage hydraulique et du chauffage de piscine aussi, voire même peut-être des réseaux de chaleur. C'est les pistes vers lesquelles on s'achemine petit à petit. Un projet à suivre. Merci Quentin Lorenz. Je rappelle que vous êtes responsable des relations publiques chez Carnot Computing. Merci de votre invitation. Le Mag Europe sur Sensation. On en vient à notre chronique Chez nos voisins en partenariat avec TV78. On s'intéresse aux limitations de vitesse et aux dangers des routes avec Olivier Janouex, responsable du centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Chaque État de l'Union européenne est libre de fixer la vitesse qu'il souhaite sur l'autoroute. On constate que la vitesse varie en fonction des États entre 80 km/h et 140 km/h maximum. Sachant que la grande majorité des États de l'Union européenne, c'est à peu près 13, ont décidé de fixer une vitesse maximum sur l'autoroute de 130 km/h. On peut avoir des différences en fonction des pays. Par exemple, en Allemagne, on a certaines autoroutes où la vitesse est limitée à 120 km/h. Et dans certains cas, on voit qu'il n'y a pas de vitesse maximale sur l'autoroute, mais il peut y avoir des recommandations pour rouler à certaines vitesses. La vitesse hors agglomération varie entre 70 km/h et 100 km/h. Ici aussi, chaque État membre de l'Union européenne est libre de faire comme il le souhaite. On constate que la majorité des États ont fixé une vitesse qui varie entre 80 km/h et 90 km/h. Après, la vitesse va aussi varier en fonction du nombre de voies qu'il y a sur la route. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est une route? Est-ce qu'il y a 2 voies? Est-ce qu'il y a 3 voies? Ça peut aussi varier en fonction des conditions climatiques. Par exemple, s'il pleut, la vitesse peut être diminuée. Ça peut passer par exemple de 90 à 80 ou 70 km/h. Et on peut aussi avoir la vitesse qui peut être adaptée en fonction du revêtement qui est utilisé sur la route. En agglomération, la vitesse pour quasiment tous les pays de l'Union européenne est fixée à 50 km/h, sauf pour un pays, la Pologne, où ça peut être fixé à 60 km/h. Le Mag Europe sur Sensation. Que fait l'Europe dans notre vie quotidienne? Protéger notre patrimoine culinaire notamment. Une réglementation est apparue en 1992, c'est l'AOP. Beaufort, Mont-d'Or, Brie de Meaux. En France, 45 fromages, 3 beurres et 2 crèmes bénéficient d'une appellation d'origine protégée. L'AOP, c'est un signe officiel de qualité et d'origine européen, identifiable par son logo rouge et jaune. L'AOP garantit aux consommateurs que toutes les étapes de fabrication, de la production de lait à l'affinage, en passant par la transformation, ont bien lieu dans l'aire géographique délimitée par l'appellation. C'est l'appellation française AOC, appellation d'origine contrôlée, qui a largement influencé la politique agricole de qualité en Europe. Ainsi, en 1992, l'Union européenne a établi une nouvelle réglementation, l'AOP, appellation d'origine protégée. L'AOP est l'équivalent européen de l'AOC français pour les produits agroalimentaires. En 2009, l'AOP a été étendue aux vins et aux boissons, comme le cidre et les eaux de vie. C'est en Italie, en France et en Espagne que l'on trouve le plus d'AOP, comme le vinaigre balsamique de Modène en Italie, ou bien encore le fromage de Manchego en Espagne. Partir étudier ou travailler à l'étranger, une chance pour de nombreux jeunes. Rencontre avec Hugo lors des Erasmus Day organisés par la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Les propos sont recueillis par Jérémy Quesada. Alors je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans. Je suis parti en Espagne pendant un mois. Alors moi j'étais dans une mairie, dans la mairie d'un petit village. Je faisais différents services et puis j'ai pu découvrir le fonctionnement de la mairie, comment ça se passait, etc. Surtout dans un pays étranger, c'était assez enrichissant. Ouais. Très bon souvenir, j'ai fait des très belles rencontres. Niveau professionnel, c'était très bien et ouais, un très bon souvenir. Ça m'a permis d'apprendre la langue, de me perfectionner en espagnol et de faire des belles rencontres, etc. De découvrir pas un nouveau pays parce que j'étais déjà originaire d'Espagne, mais de voir le fonctionnement en milieu professionnel en Espagne, etc. Surtout dans une mairie où voilà, j'ai pu faire tous les services, etc. Donc c'était très enrichissant pour moi. Parce que c'est une très belle expérience, on peut faire de belles rencontres. Moi forcément je suis parti avec une petite appréhension, mais après ça c'est vite parti. C'est vrai qu'on part, on est autonome, on arrive là-bas, on est tout seul, on ne parle pas la langue, il y a la barrière de la langue, mais sinon c'était une très belle expérience, donc je lui conseillerais vraiment de ne pas hésiter et de le faire sans hésitation.
Bonjour Laurence Farran, vous êtes eurodéputée au sein du groupe Renaissance. Vous faites notamment partie de la commission de la culture et de l'éducation. Nous allons donc parler ensemble du programme Erasmus+. Alors tout d'abord, ce programme vise à donner aux jeunes de moins de 30 ans, avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. Celui-ci existe depuis 1987 sous sa première forme, mais il a beaucoup évolué depuis. Oui, et comme vous le dites, la première différence majeure, c'est que ce ne sont plus que les jeunes qui sont concernés. Alors évidemment, c'est un programme de mobilité à destination des jeunes, et notamment des jeunes de l'enseignement supérieur. Et compte tenu du succès qui a été celui d'Erasmus+, ce programme a été élargi progressivement à d'autres publics, notamment les enfants des écoles, mais aussi les enseignants, ce qui est un sujet tout à fait important parce que l'ouverture aux enseignants, c'est aussi d'une autre façon l'ouverture à l'Europe vers les jeunes. Et alors, je ne sais pas si on va en parler, mais dans le cadre de la nouvelle programmation sur laquelle nous sommes encore actuellement en train de travailler, c'est-à-dire Erasmus+ 2021-2027, voilà, c'est une question qui est tout à fait au cœur de nos réflexions. Justement, ce programme, pourquoi est-ce qu'il a été créé à la base ? Il a été créé à la base comme un projet de ciment de l'Union européenne, puisque l'Union européenne s'est fondée autour d'un marché unique, autour de la mise en commun de richesses et de forces. Mais il y a au cœur de la réussite de ce projet, et comme clé de réussite, le facteur humain. Et rien de mieux que ce facteur humain lié à l'éducation, à la découverte des autres pays de l'Union, pour consolider le projet européen. Et on voit bien qu'Erasmus+ est un symbole tout à fait éminent, parce que ce n'était pas l'objectif initial de la création de l'Union européenne. Justement, au départ, seulement 11 pays participaient au programme, oui. Et maintenant 34 pays. Oui. Donc c'est 6 pays de plus que les pays membres de l'Union. Voilà. Donc il y a une sorte ça d'espace Erasmus+, comme il y a un espace Schengen, et aussi des pays hors Union européenne, puisqu'il y a une dimension aussi internationale. Eh bien, ça veut dire que c'est un Erasmus+, c'est je dirais presque une marque qui a dépassé ses frontières et qui agrège au projet européen au-delà de ses propres frontières. Donc vous voyez, c'est un projet politique. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut bénéficier de ce programme ? Alors, Erasmus+, le programme est donc défini par la Commission avec le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, mais il est ensuite géré par des agences nationales qui mettent en application les règles qui ont été établies. Donc par rapport à la France, il y a une agence Erasmus+, qui est basée à Bordeaux. C'est intéressant de le dire parce que c'est pas Paris comme d'habitude. C'est pas Paris, l'Europe est partout et je suis d'autant plus contente que c'est ma région d'origine qui, elle, gère les demandes, donc qui peuvent être des demandes des universités, d'associations, d'écoles et qui met en place donc les programmes de mobilité. Et en général, ça dure combien de temps un séjour Erasmus ? Alors tout dépend du type de profil. Pour les étudiants, c'est plutôt autour de 6 mois. Quand on est apprenti, c'est plutôt des séjours courts et c'est un vrai sujet. Ça va de 4 jours à 3 semaines maximum parce que dans les statuts d'apprentissage, on a une période en entreprise. Les écoles, c'est aussi un peu plus court parce que encadrer des enfants, c'est encore un autre sujet. Et puis il y a des objectifs qui sont un peu différents. Vous voyez, c'est très variable. De 4 jours à 6 mois. Et justement, ces séjours, en 2018, la France a envoyé 85 409 personnes à l'étranger au travers de ce programme. Comment est-ce que la France se situe par rapport aux autres pays C'est un pays tout à fait, fan de ce programme et tout à fait participant à la fois en termes d'accueil et d'envoi de personnes en mobilité. Alors après, il y a des questions on est un des sur pays qui envoie le plus. Oui, qui envoie le plus. Il y a le Royaume-Uni aussi qui est un grand contributeur et qui accueille beaucoup, alors ce qui posera des questions avec le Justement, Brexit. À l'heure actuelle, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut avoir lieu presque du jour au lendemain, on va dire. Comme on ne sait pas et qu'on n'a pas de boule de cristal et qu'on voit que l'actualité dément tous les pronostics, nous attendrons pour en parler d'avoir quelques certitudes, mais c'est un sujet qui va être intégré bien entendu au règlement, aux réflexions à l'avenir. Mais à l'heure actuelle, un jeune qui veut partir au Royaume-Uni, on l'accompagne pour essayer d'y aller ou alors Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et le pays qui reçoit le plus,
c'est l'Espagne, je ne sais pas si vous le saviez. Non, mais merci, parce que merci de m'avoir donné la réponse. Non, j'ai pas... oui, alors d'où l'auberge espagnole, qui est bien connue, emblème aussi. Oui, tout à fait. Non, je ne savais pas exactement je sais que le Royaume-Uni et l'Espagne et l'Allemagne voilà. également. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que le pays l'Espagne et l'espagnol soit le pays le plus demandé par les jeunes Européens? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a sans doute l'antériorité de la participation au programme. Peut-être qu'il y a une dimension liée aux échanges universitaires, puisque c'est eux qui amènent aussi le plus de contributions. Les jeunes de l'enseignement supérieur sont aujourd'hui les plus concernés. Donc il y a des échanges qui sont déjà installés. Et puis peut-être que l'attrait du pays, le mode de vie ne sont pas tout à fait innocents à tout ça. Alors, le Erasmus+, vous le disiez un peu tout à l'heure, c'est un budget qui est alloué par l'Europe sur une période donnée. Alors en ce moment, quand nous parlons, nous sommes dans la période du programme 2014-2020 qui bénéficie de 14,7 milliards d'euros de financement. Alors en mai 2018, la Commission européenne a proposé de doubler ce budget alloué à Erasmus+, pour le programme qui aura lieu donc de 2021 à 2027, pour atteindre un budget de 30 milliards d'euros. Est-ce que c'est suffisant, 30 milliards? Alors, à notre avis, Parlement européen, non. Nous plaidons aujourd'hui pour le triplement de ce budget. Alors, pourquoi un triplement? C'est pour remplir des objectifs. Comme on l'a vu, Erasmus+ est un grand succès. C'est un succès en termes d'effet, puisque on sait qu'il agit très directement sur, comme vous disiez, l'employabilité des jeunes. On sait aussi que c'est un facteur d'intégration politique à l'Union européenne. Et donc, pour intégrer davantage, pour démocratiser encore le programme, il faut davantage de moyens. Et pour ça, le Parlement se bat aujourd'hui pour le triplement de ce budget. Ça veut dire 45 milliards et non 15 comme c'est le cas actuellement pour le programme 2021-2027. Alors après, avec une réflexion sur la gestion de la consommation des crédits, puisqu'il faut que les organes gestionnaires dont je parlais tout à l'heure, qui sont les agences, se mettent en configuration pour gérer davantage de demandes aussi. Et justement, ces moyens sont répartis équitablement sur les pays membres de l'Union ou... En fonction de leur contribution et des personnels concernés. J'ai honnêtement pas la ventilation exacte, mais elle tient compte en effet des effectifs de la population, un peu comme tout ce qui concerne l'Europe. Et les objectifs à venir sur ce programme, vous disiez plus de moyens, mais il y a aussi peut-être mieux le faire connaître? Oui, il est déjà connu, mais je dirais il y a ce qui fonctionne et ce qui doit mieux fonctionner. Donc on sait qu'on a beaucoup de leviers de progression. J'en parlais tout à l'heure, et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le public des jeunes en apprentissage, et des adultes aussi d'ailleurs. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas encore, comme c'est le cas pour les études supérieures, de cursus uniformisé. Donc c'est ce qu'il faudrait réfléchir pour que demain, il y ait vraiment un programme de mobilité reconnu, avec une reconnaissance d'un diplôme et d'un parcours de mobilité pour l'apprentissage. Justement, il y a Erasmus+, mais il existe également le service civique, ou encore depuis décembre 2016, mis en place par Jean-Claude Juncker, le corps européen de solidarité. Est-ce que c'est important d'avoir une offre variée, ou est-ce qu'il faudrait peut-être tout rassembler sous la coiffe Erasmus ? Ce ne sont pas des programmes qui ont exactement les mêmes objectifs. Erasmus+, est vraiment voué à l'éducation. Le corps européen de solidarité, ce sont des programmes de bénévolat, de volontariat sur des programmes spécifiques. Je pense personnellement qu'il est bon aujourd'hui de les garder de manière dissociée, même si tous ont une vertu d'apprentissage, mais ils ont des vocations différentes. Donc il faut que le corps européen de solidarité puisse s'adresser à des jeunes qui souhaitent avoir une nouvelle expérience liée à des actions humanitaires, de protection du patrimoine par exemple, mais qui soient dissociées parce qu'on n'est pas dans un cadre éducatif. Et je pense que Erasmus+ doit garder vraiment sa vocation d'éducation, même si l'éducation est partout, même dans un programme de volontariat, mais c'est un sujet un peu différent. D'accord, merci beaucoup. Alors on va se quitter avec le Money Time, c'est une série de questions-réponses un peu rapides pour apprendre à mieux vous connaître. Alors on va commencer avec la première question. D'après un sondage Odoxa, près de 7 Français sur 10 ont une bonne opinion de l'équipe de France de football. Vous la trouvez comment, notre équipe de France de football ? Excellente toujours. Moi je suis une grande fan, mais j'avoue que je ne suis l'équipe de France que tous les 4 ans pendant les Coupes du Monde. Mais c'est déjà pas mal. Mais je suis, et je trouve que là encore, c'est un facteur de cohésion super pour un pays. Et voilà. Et donc je participe à l'élan chauvin quand il le faut. Êtes-vous pour ou contre les notes dans l'appréciation scolaire ?
Je suis pour. Alors, je suis quand même avec attention, puisque depuis que je suis élu européen, les programmes qui se développent dans d'autres pays, notamment les pays nordiques qui sont très précurseurs en la matière. Et en effet, pas soumettre trop tôt les enfants aux notes, je pense que c'est sans doute quelque chose de pas mal, qu'il faut étudier en tout cas. Sur les réseaux sociaux, vous êtes plutôt Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat? Je suis plutôt dans l'ordre Twitter, Instagram. Facebook et Snapchat, ça demande trop d'énergie, donc j'ai lâché, j'ai abandonné. Pour vos achats, vous êtes plutôt commerce de proximité, centres commerciaux, Internet? Commerce de proximité, la preuve, je reviens de la pharmacie du coin de Strasbourg. Pour vous déplacer, plutôt à pied, voiture, transport en commun? Je préfère mes baskets. Les baskets? Oui, Le et vélo? quand il faut, le train, et puis voilà, quand on est député européen, on se déplace, on vient de loin. Moi, j'habite le sud-ouest de la France, donc après, il faut trouver d'autres alternatives. Alors, près de 9 Français sur 10 se disent attachés au patrimoine culturel français, vous en parliez un petit peu. Comment mieux le préserver? C'est un de mes grands dada et de mes grands sujets, puisque dans ma commission culture, éducation, jeunesse, c'est un sujet qui m'intéresse tout à fait. Comment le préserver? En le reconnaissant déjà, en reconnaissant son importance au plan des nations et au plan de l'Europe. Donc moi, je suis tout à fait impliquée ici sur ce sujet. Et puis, on l'a vu notamment en France, l'argent est le nerf de la guerre. Donc il faut mobiliser davantage de moyens. L'Europe peut le faire à travers ses différents programmes. Et je pense qu'il faut aussi donner la main au local, parce que ce sont les institutions locales, les mairies, les conseils départementaux qui connaissent bien les régions aussi, qui connaissent bien leur patrimoine et qui peuvent être le plus actifs, parce que c'est vraiment une vraie source à la fois, encore une fois, de cohésion, mais aussi économique, puisque ça participe au tourisme, ça participe au maintien d'une activité locale. Est-ce que vous pensez que le e-sport pourrait à l'avenir devenir une discipline olympique? Oui, tout à fait. Je suis ça aussi avec beaucoup d'intérêt dans la commission culture, éducation, jeunesse qui s'occupe de sport. C'est une matière qui permet de développer d'autres types de compétences, mais qui sont pour moi peut-être assez proches du pilotage, enfin d'éléments comme ça. Et c'est pour moi des disciplines tout à fait sportives et à suivre de près. Et quelles sont vos astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire? La conserve, je suis une fan des bocaux, donc je vais me mettre à la réalisation de conserves. Et ce qui fait que aussi, quand on est comme moi dans une vie où on est très mobile et qu'on a une famille, on cherche en effet à préparer, vous savez, à l'avance et à conserver. Donc voilà, la conserve faite maison est un de mes trucs et astuces. Merci beaucoup Laurence Farrand d'avoir été l'invité du Mag Europe sur Sensation. Merci beaucoup. Le Mag Europe. Je vous emmène à présent à la découverte des pays de l'Union européenne. 3 bonnes raisons de partir en Allemagne avec Stéphane Renard, spécialiste voyage. L'Allemagne, un pays effectivement qui attire de plus en plus les Français, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir ce pays, bien sûr frontalier, mais aussi très intéressant, un peu en dehors des sentiers battus. Effectivement, on pense à Berlin, à sa scène musicale underground, une ville cosmopolite. On pense aussi à Munich, avec ce célèbre Oktoberfest, une grosse fête où tout le monde se réunit autour de tablés à manger des tonnes de poulet et à boire des litres de bière. Mais ce n'est pas que ça, l'Allemagne. Donc voici notre top 3 des destinations hors des sentiers battus en Allemagne. Et tout d'abord, en première position, le Miniature Wonderland à Hambourg. Alors qu'est-ce que c'est? Miniature Wonderland, c'est une reconstitution de ville avec des trams, des avions, des personnages. Tout cela en miniature, c'est animé, c'est un vrai émerveillement pour les petits comme pour les grands. Et c'est surtout un bon port d'entrée pour aller visiter cette ville d'Hambourg qui mérite vraiment une découverte. Un port qui est absolument magnifique, un quartier rouge qui est aussi très intéressant. Et d'ailleurs, vous avez à Hambourg une visite à faire autour des Beatles qui ont commencé leur carrière là-bas. Et c'est très intéressant. Accessoirement, c'est quand même Hambourg, la ville où j'ai mangé le meilleur currywurst de toute ma vie. Et je vous y encourage, Hambourg, c'est une ville à découvrir. En deuxième position, cette fois en Bavière, excusez-moi pour l'accent, le château de Neuschwanstein, construit par le roi Louis II de Bavière. Alors effectivement, c'est un château magnifique, un petit peu le château de la Belle au Bois dormant, qui est situé sur un éperon rocheux de 200 mètres de hauteur. C'est romantique à souhait et surtout instagrammable en toute saison, important pour nos jeunes voyageurs. Une troisième proposition pour partir en Allemagne, dans notre top 3, direction plein Est, cette fois-ci dans la vieille ville de Dresde. Alors Dresde, c'est un vieux centre-ville qui a été préservé, ce qui est assez rare en Allemagne avec les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale.
Et effectivement, on a une concentration extrêmement intéressante de musées et d'attractions touristiques dans un centre-ville très bien préservé. Dresde, ça vaut le coup et ça vous accompagnera sur ces sentiers, on va dire, un peu moins connus en Allemagne. Le Mag Europe. Le Mag Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. On se retrouve le mois prochain. Bonne soirée. Le Mag Europe sur Sensation.